La plupart du temps, quand tu demandes à un artiste ce qui le bloque à se vendre ou à vendre sa musique, il va te répondre qu'il n'aime pas vendre, qu'il ne sait pas vendre ou qu'il ne sait pas se vendre. Et même chez certains profils d'artistes qui ont à côté un boulot de commercial ou qui sont entrepreneurs et ainsi de suite, vendre autre chose, un produit, un service, ils arrivent à le faire sans trop de problèmes, mais avoir le recul nécessaire pour vendre leur musique et pour se vendre eux en tant qu'artistes, ils sont incapables de le faire. Pourquoi c'est si difficile pour un artiste indépendant émergent de se vendre ou de vendre son projet musical? Déjà, avant toute chose, c'est important de bien comprendre que euh, vendre, c'est pas ce qu'on peut s'imaginer. C'est pas avoir l'image du commercial de base habillé en costard cravate qui vient mettre un pied sur votre porte et qui va essayer de vous forcer à acheter une merde que vous voulez pas acheter et qui ne vous intéresse absolument pas. Malheureusement, beaucoup de gens ont encore en tête ce genre de croyance limitante qui est que vendre, c'est pas particulièrement bien. Voire même, certains pensent que vendre, c'est mal, surtout dans le cadre de la musique, dans l'art. J'ai souvent entendu des artistes me dire non, moi j'ai pas envie de me vendre, je veux que les gens me découvrent et ainsi de suite, mais je ne cherche pas à me vendre. J'ai même entendu une fois un intermittent me dire oui, de toute façon on ne peut pas se vendre plus cher que le minimum conventionnel. Ah bon? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de travailler pour plus que le SMIC. En gros, c'est ça qu'il me disait. Dans sa tête, c'était un artiste, c'est payé tant et point. Et ça ne peut pas être payé plus. Alors qu'en réalité, il n'y a absolument aucune limite au salaire que vous pouvez retirer de votre travail de création ou d'interprétation. Bref, il y a des croyances limitantes qui tournent autour de l'argent et de la vente qui font que on a beaucoup de mal à vendre son projet artistique. Et le truc, c'est que beaucoup d'artistes pensent que pour se vendre, il faut être bon en marketing, en communication et en vente. Alors que pas forcément. Déjà, le marketing n'a rien à voir avec la vente. Le marketing, c'est l'art de se faire découvrir de la bonne cible, du bon public. La communication, c'est l'art de savoir exprimer son message, le communiquer autour de soi dans la bonne forme. La vente, c'est l'art de convertir un potentiel acheteur en acheteur. Et le truc, c'est que, oui, je vous le confirme, dans la musique, il n'y a pas besoin de savoir vendre. Je suis personnellement un très 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 mauvais vendeur, contrairement à ce que certains peuvent croire. Le truc, c'est que quand tu ne sais pas vendre, il suffit juste que tu apprennes à acheter. Je suis plus que persuadé, parce que c'est ce que je pratique au quotidien depuis des années, que si tu sais acheter, alors tu sais vendre. Je m'explique. Lorsque tu proposes à un public d'acheter un album, euh, il y a une stat, moi, qui revient très souvent dans mes séquences, c'est que sur 100 personnes qui découvrent un artiste, tu vas faire entre une et deux ventes, rarement plus. D'accord? Ça veut dire que pour faire 10 ventes d'albums, il faudrait que tu atteignes à peu près 1000 personnes, pour faire 100 ventes d'albums, à peu près 10 000 personnes, et pour faire 1000 ventes d'albums, à peu près 100 000 personnes. D'accord? Tu as à peu près 1% des gens que tu vas atteindre qui vont acheter ton album. Ok, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Si tu fais un ratio avec le reste, Apple, quand ils vendent un iPhone, ils le vendent à peu près entre 1,5 et 2,5% des gens. D'accord? T'as le taux de conversion d'Apple pour l'iPhone, qui est un produit extraordinaire, il est de 1,5 à 2,5. Donc si toi, en tant qu'artiste, ton album, il se vend entre 1 et 2% des gens qui te découvrent, bah, tu fais aussi bien qu'Apple finalement. Donc faut pas rougir de tes résultats. C'est tout à fait normal. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui se disent, ok, mais ça, c'est si tu sais pas vendre. Mais si tu savais vendre, tu pourrais vendre à peut-être 5% des gens, peut-être 8, peut-être 10% des gens. Si c'est vrai, c'est pas tout à fait vrai non plus. Parce qu'en réalité, euh, vendre, c'est proposer et laisser le public disposer. C'est pas forcer à la vente, c'est pas argumenter jusqu'à ce que les gens achètent, etc., etc. Bien sûr, il y a des stratégies, il y a des méthodes pour optimiser la vente, mais de base, les gens achètent ce qu'ils veulent acheter. Autrement dit, l'iPhone, moi personnellement, on ne me l'a pas vendu. D'accord? Je me suis réveillé un matin, j'ai découvert, d'où le marketing. Apple a fait du marketing, j'ai découvert l'iPhone, je me suis dit putain, ce truc-là est génial, j'aimerais bien en avoir un. Ça s'est arrêté là. Juste, j'aimerais bien en avoir un. Plus tard, j'ai revu un iPhone entre les mains d'une personne.
Je l'ai vu manipuler, je me suis dit, putain, j'ai vraiment envie d'en avoir un. Et en fait, au bout de 5-6 tours, le désir est suffisamment fort pour que tu te dises, ok, bah là, je casse la ternire et je vais m'en acheter un. Mais à aucun moment, un mec est venu me voir dans la rue en me disant, écoute frérot, là j'ai des iPhones, ce serait pas mal que t'en achètes un, voilà pourquoi c'est bien, voilà pourquoi tu devrais te l'acheter, etc. Machin. Probablement qu'il m'aurait fait fuir. Tout comme, j'ai jamais vu une pub d'Apple avec un vendeur qui t'explique pourquoi tu devrais absolument acheter un iPhone et pas un Samsung, Alcatel, Nokia ou je sais pas quoi, tu vois. On te l'a pas vendu l'iPhone. On t'a juste montré qu'il existait. Le reste, c'est fait un peu tout seul. Du coup, partant de ce principe-là, qu'est-ce qui fait que Apple a vendu autant d'iPhone ? C'est leur capacité à acheter de la visibilité auprès de la bonne cible à un bon prix pour que ce soit rentable. Ben dans la musique, c'est exactement la même chose. Si tu sais acheter, alors tu sais vendre. Et je vais te le prouver tout de suite. Admettons que tu vendes à travers une séquence. Voilà, par exemple, tu as un système de funnel. Bon, j'ai déjà parlé de ce qu'est un funnel dans les précédentes vidéos, on ne va pas revenir dessus, mais grosso modo, il y a ton public qui voit une de tes vidéos. Dans ta vidéo, tu mets en place un appel à l'action qui propose je vais te donner un schéma que j'ai pu donner à un artiste, mais grosso modo, tu récupères un album gratuitement. D'accord ? Donc la personne clique, elle arrive sur la page. L'artiste en vidéo lui propose de commander gratuitement l'album. Donc la personne, elle rentre ses coordonnées. Et au moment de valider, elle est redirigée sur une deuxième page qui lui dit « Je te confirme que l'album est totalement gratuit. Par contre, les frais de livraison restent à ta charge. Il y en a pour, je sais pas, 2,50 € ou 3 € ou peu importe. » Donc la personne, là, elle peut décider soit de partir, soit de régler ses frais de livraison, parce qu'elle peut se dire, bah ouais, c'est normal, il m'offre un album, je vais pas en plus racler, le laisser racler pour les frais d'envoi. Donc je paye, et à ce moment-là, j'arrive sur une page qui me dit, bravo, ta commande est passée, tu recevras ton livre, ton album, pardon, dans 2-3 jours. D'ailleurs, j'ai dit livre parce que je pensais à quelque chose. C'est comme si je faisais ça avec mon livre. Si je te dis, ce livre-là, il vaut quoi, genre 25 €, je te l'offre. Bon, en revanche, les 3 € de frais d'envoi, c'est pour ta pomme, tu vois. C'est un peu ça l'idée. T'as des gens qui vont s'offusquer de ça. Moi, je comprends pas, mais t'as vraiment des gens qui vont dire oui, c'est de la publicité mensongère, il m'a dit qu'il m'offrait son livre, je ne comprends pas pourquoi il ne m'offre pas les frais d'envoi avec. Bah, c'est pas de la publicité mensongère, je t'offre un livre. Je t'ai pas dit que je t'offrais le livre plus les frais d'envoi. Je t'offre un livre. Le service de transport de chez moi à chez toi, c'est un peu normal que tu le payes. C'est comme si je te disais, je sais pas moi, je t'invite au resto, je t'offre les 3 plats que tu vas manger. Bah, si tu as envie de t'offrir un petit champagne ou une coupe de je sais pas quoi, c'est à ta charge en fait. C'est juste un peu normal. Il y a ça souvent dans les hôtels, tu sais, tu as, pas all inclusive, mais repas inclus, tu vois. Bah, les boissons sont pas forcément inclus. Et peut-être que le caviar et les Saint-Jacques sont pas inclus non plus. Bon, ça demande des petits suppléments, mais c'est pas déconnant. Bah, là, c'est un peu le même système. Donc, ce qui se passe dans ce schéma-là, c'est que l'artiste qui a mis en place ça, sur 100 inscrits, il y en a à peu près 60 qui valident le paiement des frais d'envoi. Les 40 autres, non. Mais donc 60. Donc on va dire que sur 100 inscrits, il a ses frais d'envoi, machin. Lui, ce qu'il a pu faire, parce qu'il a une usine de pressage qui lui coûte vraiment très très peu cher à l'étranger, il a inclus les frais de fabrication de son album dans les frais d'envoi. Éthique ou pas, je vous laisserai en juger, vous faites ce que vous voulez, et il fait ce qu'il veut. Je ne suis pas juge là-dessus. Mais grosso modo, envoyer un album à un fan fraîchement acquis ne lui coûte absolument rien. Donc comment il gagne sa vie ? C'est là que moi je suis intervenu, je lui ai dit écoute, dès qu'une personne valide sa commande, il faut que tu l'amènes sur une page où tu lui proposes d'acheter quelque chose en plus. Et donc là en l'occurrence c'était un produit dérivé. Je ne sais plus ce que c'était parce qu'on a fait des tests, il me semble que c'était un sweat ou un sweat, une casquette, un pack, je ne sais plus exactement. Mais grosso modo, sur chaque produit dérivé, il génère 35 € de vente. Et là le calcul c'était sur 100 personnes qui valide le paiement des frais d'envoi de son album, il y en a 3 qui vont acheter le fameux produit dérivé. Ça veut dire que à chaque fois qu'il fait rentrer 100 personnes sur ses frais d'envoi, il ne gagne rien, il ne perd rien, et sur 100 personnes, il gagne 3 fois 35 €, donc grosso modo, il gagne 1 € par personne. Ok ? Là où je vous dis que il y a 2 manières de voir, c'est que soit tu te dis, ok, il faut qu'on soit meilleur en vente. C'est ce qu'il m'a dit quand il est venu à moi. Il m'a dit, je t'engage, je prends un mentorat. C'est pas donné, mais mentorat, c'est quand même 10 000 € hors taxe pour 6 mois. Donc c'est un investissement. Son ambition à lui, c'était que je double ses ventes. Et moi, j'ai fait l'inverse. Mais je vais vous le dire juste après. Mais sur le moment, la première vision, c'est ça. Au lieu de faire
sur 100 personnes qui payent leurs frais d'envoi, donc je suis à 0, je fais 3 ventes. Lui, il voulait faire 6 ventes, 8 ventes, 10 ventes. C'était vraiment son objectif. En se disant, sur le volume, il va être le grand gagnant. On a testé, on a vu que ça ne décollait pas. C'est-à-dire, peu importe les leviers psychologiques que j'utilisais, son maximum, c'était 3 ventes. En réalité, quand il est venu me voir, il était même à 1 vente sur 100, et déjà, on est passé à 3 ventes sur 100. Mais impossible de faire plus. En tout cas, moi, j'y arrivais pas. Peut-être qu'un autre aurait pu. Moi, j'ai pas réussi. Et donc, ma réflexion, ça a été de lui dire, ok, on ne peut pas mieux vendre, on ne sait pas mieux vendre, eh ben, on va mieux acheter. Et mieux acheter, ça passe au niveau du trafic. Pour amener 100 personnes à commander son album en ce qu'on appelle free plus shipping, c'est-à-dire l'album est gratuit, tu règles que les frais d'envoi, où lui, en plus, n'avait aucune perte dessus, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, ok, combien nous coûte un inscrit, c'est-à-dire une personne qui vient bien commander l'album en free plus shipping. Et on a calculé que avant qu'il arrive à moi, lui à travers ses campagnes, ça lui coûtait 3 € par inscrit. Donc il dépense 3 €. Pour 100 personnes, ça fait donc 300 €. 100 personnes en viennent à commander son livre et à régler les frais d'envoi. Et sur 100 personnes, 3 achètent son pack de produits dérivés. Donc quand il dépensait 300 €, il rentrait 100 €, donc il était en perte de 200 €. Et naturellement, c'était pas agréable pour lui et c'est pour ça qu'il est venu à moi. Moi, quand je suis arrivé, j'ai repris ses campagnes, je les ai analysées et j'ai réalisé qu'on pouvait quasiment diviser par 10 ses coûts publicitaires. Donc on a retravaillé les contents, c'est-à-dire les créatives, les vidéos et les visuels qu'il utilisait. On a retravaillé le copywriting, donc le texte qui apparaissait sous ses pubs. On a retravaillé évidemment le ciblage. On a massivement retravaillé en retargeting au départ puisqu'il avait une bonne grosse base. Et on est passé effectivement de 3 € par inscrit à un petit peu moins de 50 centimes par inscrit. Alors on refait le calcul maintenant. Quand tu payes 50 centimes par inscrit sur 100, bah, tu payes 50 € pour avoir 100 inscrits. Derrière, tu fais 100 € de vente. Donc finalement, 50 € de budget pub se transforme en 100 € de recettes effectives. On faisait x2. Donc à chaque fois qu'on dépensait de l'argent en pub, il le multipliait par 2 en recettes disponibles à la fin de l'opération. Donc à partir de là, il pouvait investir en pub, de quoi développer sa visibilité et faire grossir sa fanbase, et en plus gagner le double de ce qu'il avait investi. Donc de quoi réinvestir évidemment et dégager une marge à chaque fois. Grossissons un peu les chiffres pour vous donner un ordre de grandeur, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il dépensait 3 000 € par mois, il générait 6 000 € de revenus. Donc il avait une marge de 3 000 € tous les mois pour développer sa visibilité, pour envoyer son album à une fanbase grossissante semaine après semaine et vendre ses produits dérivés. Donc la conclusion de tout ça, c'est que quand tu ne sais pas vendre, que tu ne peux pas mieux vendre ou plus vendre, si tu apprends à mieux acheter, finalement le résultat est exactement le même. Parce qu'on aurait pu rester à 3 € par inscrit et chercher indéfiniment comment augmenter les ventes. Mais en réalité, si tu es capable de mieux acheter le trafic que tu vas amener sur ta page, bah, tu vas dégager davantage de rentabilité. Et quand tu regardes bien, tu as beaucoup de domaines de la vie où ça s'applique. Tu prends l'immobilier par exemple. Il y a 2 manières de faire de l'immobilier. Il y a ceux qui achètent au prix du marché en espérant revendre avec une plus-value et misent en quelque sorte sur la capacité qu'ils auront à bien vendre le bien au moment où ils le vendront pour dégager une marge. Ou alors tu as ceux, et moi je fais plus partie de cette catégorie-là, qui achètent en dessous des prix du marché, même quitte à devoir retravailler un petit peu le bien, investir un peu dedans pour lui redonner en qualité, et qui sont sûrs, le jour de la signature chez le notaire, de déjà avoir une plus-value latente qui les attend. Que le marché stagne ou monte, ils seront gagnants, et parfois même que le marché baisse, on sera gagnant quand même. Parce que oui, quand tu achètes un bien à 40% en dessous de la valeur du marché, ça veut dire que le marché peut perdre 40%, tu ne seras pas perdant. Et un marché qui perd 40%, c'est une crise majeure à l'échelle planétaire. C'est-à-dire même les subprimes n'ont pas fait ça. Donc tu es gagnant d'office. Donc en réalité, pour revenir au sujet central de ma vidéo, quand tu ne sais pas te vendre, apprends simplement à acheter. Alors à acheter quoi, où, quand et comment ? Bah, des exemples, il y en a plein. Tu veux développer ta visibilité dans les médias, les radios, les chaînes de télé, les clubs. Il y a 2 manières de faire. Soit tu cherches à être le meilleur vendeur, donc à être le plus convaincant, le plus inspirant, le truc, le machin.
soit tu cherches à faire ce qu'on appelle du day trading attention, c'est-à-dire de comprendre où l'attention de ton public ou des médias que tu cibles va te coûter la moins cher. Autrement dit, tu peux passer par un attaché de presse qui va te coûter 7000 balles pour bosser un de tes titres pendant 2 mois ou 3 mois, ou alors tu peux passer par un système où tu fais un envoi MusiCenter toi-même, plus un attaché de presse de terrain ou toi-même ou un membre de ton équipe qui est vraiment actif, qui se bouge, qui appelle, qui fait des coups de fil, des emails, etc., etc. Et finalement, ça va te coûter beaucoup moins cher. Tu auras moins de résultats, c'est vrai, mais le ratio entre ce que ça t'a coûté et ce que ça t'a apporté sera beaucoup plus intéressant. Et à titre personnel, c'est ce que j'ai fait pendant très très longtemps. C'est-à-dire que une fois, j'ai payé un attaché de presse à peu près 8000 €. J'ai obtenu quasiment aucun résultat. Et si je devais chiffrer les résultats, je dirais que j'ai dépensé 8000 pour gagner peut-être 50 €. À côté de ça, la deuxième fois, j'ai décidé de faire ma promo moi-même. Ça m'a coûté un envoi MusiCenter, ok, et je sais pas, genre 150 balles, tu vois. Et par contre, j'ai travaillé moi-même mon réseau, mes envois mail, mes trucs, mes machins. En termes d'impact, si je devais chiffrer ce que ça m'a rapporté, je dirais que ça m'a peut-être rapporté entre 2 et 3 000 € la première année. Et peut-être plus avec le temps. Mais on va dire 3 000 pour servir de base. Donc d'un côté, j'investis 8 000 pour gagner 50. D'un autre côté, j'investis 150 pour gagner 3 000. Le ratio n'est pas du tout le même. Pas du tout. Alors oui, dans le premier cas, ça flatte mon ego. Tel attaché de presse, telle agence s'occupe de moi, de ma promo, va parler à Skyrock, Energy, Virgin ou je sais pas quoi, c'est génial. Dans la réalité, ça rentre pas. À côté de ça, deuxième option, c'est moins pompant, moins flashy, tu vois, parce que c'est toi en galère avec ton petit téléphone et tes petits mails à envoyer des messages, etc. Mais n'empêche que les résultats que tu as sont quand même beaucoup plus intéressants. Parce que oui, ça génère du revenu en SACEM, en droit voisin, ça a suffisamment d'impact pour déclencher des pics de visibilité qui te permettent de vendre des dates et ainsi de suite. Donc en réalité, l'impact réel, mesuré du peu de résultats que j'ai pu avoir, il était peut-être même bien supérieur à 3000. C'est un petit peu ça l'idée. Tu ne sais pas mieux te vendre, mais tu sais comment mieux acheter de l'attention ou de la visibilité. On a parlé du web, c'est exactement la même chose. Si tu peux baisser tes coûts publicitaires en termes de promo web pour les mêmes résultats, finalement, tu vas augmenter ta rentabilité. Idem pour les produits dérivés. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vendent des produits dérivés, et même certains font des grosses ventes. Moi, j'ai accompagné un client qui faisait pas loin de 40 000 € par mois de vente de produits dérivés. Le problème, c'est que sa marge, elle est nulle. Elle est de l'ordre de peut-être 5 ou 6%. Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule parce qu'il a d'énormes pertes sur ses stocks. C'est-à-dire que quand tu fais de la vente de produits dérivés, tu vas acheter X exemplaires de XS, de S, de M, de L, de XL, de XXL et ainsi de suite. Le problème, c'est que tu ne sais jamais ce que tu vas vendre. Donc si tu vends beaucoup de XS et de S, toutes les autres tailles, elles sont à perte. Et ce stock-là, il t'a coûté à toi. Moi, quand je l'ai eu en mentorat, je lui ai dit, écoute, on va chercher, et c'est ce qu'on a fait, on a trouvé des fournisseurs qui étaient en capacité de s'adapter à la consommation réelle. Autrement dit, on fait un deposit à l'avance et on ne paye que ce qu'on consomme. Donc, alors, l'inconvénient, c'est que la qualité des produits était moindre parce que la méthode de fabrication n'était pas la même. Ok, mais à la limite, c'est du produit dérivé que tu vends en concert. Tu n'as pas besoin d'avoir un truc fabriqué en mode Louis Vuitton, tu vois. Mais à côté de ça, on pouvait acheter au stock, à l'exemplaire près, ce qu'on consommait. Donc s'il me fallait un XS femme, je payais un XS femme et pas tout le stock. S'il me fallait un XXL homme, je payais le 1 XXL homme et ainsi de suite. Et donc à la commande, on envoyait ça aux fabricants qui fabriquaient les stocks et les livraient directement aux clients. Donc il nous coûtait un petit peu plus cher qu'un fabricant normal. Néanmoins, on n'avait plus de perte de stock. Et sa marge, elle est passée j'ai plus en mémoire, entre peut-être même en dessous de 4%, je crois qu'il était, il est passé à quasiment 25%. Donc c'est colossal, parce qu'il a appris à mieux acheter. Pas forcément moins cher ou plus cher, mais juste mieux acheter sans chercher à mieux vendre. Donc encore une fois, si tu es artiste et que tu ne sais pas te vendre, ou que tu développes un artiste et que tu as du mal à le vendre et que tu ne comprends pas pourquoi ça ne vend pas, machin, etc., pose-toi la question de comment mieux acheter. Comment mieux acheter de la visibilité, comment mieux acheter du trafic, comment mieux acheter, ça marche aussi sur l'accès aux aides et subventions. Parce que quand tu as un projet qui te coûte 10 000 €
et que tu le vends à 10 € pièce, ton seuil de rentabilité il se fait autour de 1000 exemplaires vendus. Si maintenant tu peux faire rentrer une ligne d'aide et de subvention qui couvre 50% de la dépense, finalement tu as mieux acheté. Et ton seuil de rentabilité, il est plus à 1000, il est à 500 maintenant. Est-ce que c'est plus facile de vendre 500 albums que de vendre 1000 albums? La réponse est oui, évidemment, c'est plus facile de vendre 2 fois moins que 2 fois plus. Donc tu vois que pour la même situation, tu te retrouves à avoir un objectif de 2 fois moins vendre pour atteindre exactement le même seuil de rentabilité. Donc encore une fois, je ne saurais assez le répéter, mais quand on ne sait pas vendre, qu'on ne veut pas vendre, qu'on n'aime pas vendre, se concentrer sur comment acheter est une option qui n'est pas inintéressante. Alors il y a un deuxième élément quand même dans ma réponse à la question pourquoi c'est si difficile de vendre sa musique quand on est artiste, c'est que à la différence d'un produit ou service utile, vendre de la musique ne correspond à aucun besoin. Autrement dit, quand tu vends de la bouffe, tu réponds à un besoin. J'ai faim, je veux manger, j'ai pas envie de sortir de chez moi, je peux me faire livrer une pizza, je suis ok pour payer pour ça. J'ai besoin de m'habiller, j'achète des vêtements, j'ai besoin de me loger, tu vois, je m'achète un toit et ainsi de suite. La musique, ça répond pas à un besoin, de base. Et la grosse difficulté qu'ont les artistes, c'est qu'ils n'arrivent pas à greffer leur musique sur un besoin fondamental. Il y a un truc qui s'appelle la pyramide de Maslow. Et la pyramide de Maslow, elle liste les besoins de l'être humain. En partant de la base, qui sont les besoins fondamentaux, physiologiques, comme boire, manger, respirer, ainsi de suite, en allant jusqu'en haut, et le besoin ultime, c'est le besoin d'accomplissement. Et juste en dessous, on va avoir le besoin d'appartenance, le besoin d'estime, le besoin d'être aimé, etc., etc. Quand on comprend la pyramide de Maslow et la pyramide des besoins de l'être humain, on peut greffer sa musique sur tout un nombre de contextes qui sont un peu différents. Je vais vous donner un exemple. Il y a un projet qui est sorti il y a quelques années d'un gars complètement inconnu qui s'est dit « Ok, moi j'arrive pas à vendre ma musique. Visiblement, ça intéresse pas grand monde. La même musique, je vais la greffer sur un besoin. » Donc ce gars-là était sportif. Il s'est dit « Tu sais quoi, je vais créer des exercices sportifs synchronisés avec le rythme de mes morceaux. Et en gros, je vais créer de la musique pour faire du sport. Mais au lieu de vendre la musique, je vais vendre l'exercice de sport. » Et quand je dis vendre, il les a donnés, c'était complètement gratuit. Et donc le gars partage des vidéos sur YouTube et ainsi de suite. Et depuis qu'il a fait ça, les gens qui veulent suivre ses entraînements se retrouvent à aller sur son profil Spotify, à mettre la playlist qu'il dit de mettre au début de l'exercice et à faire l'exercice en écoutant la musique. Alors prends l'exemple de, je crois qu'il a un truc comme 10 millions d'abonnés, mais on va faire un truc simple. Si tu as 10 000 personnes qui s'entraînent tous les jours sur ta même playlist. Ça dure à peu près, 3 quarts d'heure, donc il y a facilement le temps d'écouter 10 morceaux. Donc 10 000 personnes sur 10 morceaux, donc ça fait 10 000 personnes x 10, donc 100 000 streams par jour, juste avec 10 000 fans. Au bout de 10 jours, tu as 1 million de streams, au bout d'un mois, tu as 3 millions de streams, tu ramènes ça à l'année, tu es pas loin de 40 millions de streams, quoi. C'est un peu ça l'idée. Il a greffé sa musique sur un contexte qui lui répond à un besoin et il a amené sa musique dessus. Tu peux faire la même chose avec de la musique de méditation. Si tu fais de la musique de méditation, tu crées des playlists, tu trouves des partenaires qui, eux, ont des réseaux d'influence comme des coachs, des influenceurs, ce genre de profil, et qui se mettent à proposer des exercices sur une playlist à toi, tu peux te retrouver à faire des millions de streams. Tu peux aussi, d'ailleurs, moi je l'ai recommandé à un artiste il n'y a pas très longtemps, faire des musiques type musique piano relaxation. Et juste ça, et tu joues pendant 3 heures, tu laisses ça sur YouTube, si tu le références correctement auprès de la bonne cible, tu peux faire des millions de streams. À titre personnel, quand j'écrivais mon livre, ici présent, 99 méthodes pour faire connaître sa musique, que je t'invite à commander d'ailleurs en cliquant sur le lien sous cette vidéo, et bien quand je l'écrivais, je travaillais tous les jours avec la même playlist. C'était une playlist qui s'appelait, je ne sais même plus comment ça s'appelait, écrire, je sais plus, ou écrire ou lire en relaxation, un truc comme ça. Et une fois que je l'ai adopté, je remettais tout le temps la même. Et quand tu écoutes plusieurs fois un truc, dès que tu ouvres Spotify, c'est le premier truc qui ressort sur ton écran d'accueil. Donc au lieu de te faire chier à chercher un autre truc, tu réécoutes la même chose. Ça, l'artiste qui ferait ça aujourd'hui, grefferait sa musique sur un contexte qui répond à un besoin. J'ai besoin d'une musique relaxante qui me mette dans un bon état pour écrire. Si je tombe sur toi, je tombe sur toi. Et si on est 100 000 à faire ça tous les ans,
bah, tu peux faire des millions de streams juste avec une cible et une musique en particulier. Et ainsi de suite. Et en fait, ta musique, tu peux la greffer sur tellement de contextes différents que si tu n'arrives pas à vendre ta musique, c'est probablement que tu ne l'as pas greffée sur le bon contexte, sur le bon angle marketing. Il est possible que ta musique, elle fasse danser. Eh bien, trouve un moyen de greffer ta musique sur un style de contenu relié à la danse. Il est possible que ta musique, elle soit engagée. Trouve un moyen de la greffer sur l'actualité et sur des contenus d'actualité, et ainsi de suite. Et en fait, la musique, elle est omniprésente partout dans le monde, dans la vie de chaque être humain. Simplement, on l'a à des degrés différents, à des moments différents de nos âges. Toi, quand tu es au collège, tu relais tout ce que tu écoutes. Premier truc que tu fais quand tu arrives au collège, ah putain, j'ai découvert ça, tiens, écoute, tiens, ça, tu vas kiffer, machin, etc. C'est très facile d'être viral quand tu cibles des collégiens ou des lycéens. Parce qu'on est à un moment de notre vie où la musique est super importante. Ça équilibre nos émotions, ça nous fait aller bien ou mal, ou ça nous excite. Enfin, la musique, elle est dans tout. À mesure qu'on évolue, on en a moins besoin. On en ressent un peu moins le besoin. Mais du coup, on va être sensible à d'autres choses. La musique, quand tu fais de la voiture. À 14 ans, tu passes pas 3 heures en voiture. À 35 ans, tu peux potentiellement passer 3 heures en voiture. Donc là, tu peux avoir besoin d'une playlist pour faire la route. Et là, ça peut être intéressant que tu greffes ta musique à ce contexte-là qui est musique pour faire la route, et ainsi de suite. Et tu vois, tu peux trouver des thèmes dans à peu près n'importe quelle dimension de la vie d'un être humain sur lesquels tu peux greffer ta musique. Et si tu arrives à la greffer dessus et à l'ancrer, tu peux faire des centaines de milliers, si ce n'est des millions d'écoutes potentielles, même avec un petit public. Tu n'as pas besoin d'avoir énormément de monde qui écoute ton truc. C'est ça la différence entre devoir faire un tube pour faire 20 ou 30 millions de streams et pouvoir faire un morceau quasiment intemporel qui va faire l'équivalent, littéralement. Et ça marche vraiment. Tu prends l'exemple, j'ai oublié le nom de ce créateur là, qui faisait de la musique pour le sport. Je ne sais plus si c'est Tabata Song ou un truc comme ça, mais si tu regardes, ça fait littéralement des millions d'écoutes. Et c'est complètement intemporel. Et autant ça marche cette année, ça marchera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tout comme ça marchait il y a 3-4 ans, et tout comme ça marchera probablement encore dans 15-20 ans. Sauf si quelqu'un arrive à se greffer sur le même contexte que lui, fait mieux que lui, communique plus que lui ou de manière plus efficiente, et grappille des parts de marché. Et gagne la place dans le cœur des gens et dans leur habitude de consommation liée à la musique pour faire du sport. Voilà pourquoi c'est si difficile de vendre sa propre musique. J'espère que cette vidéo t'aura ouvert à d'autres idées ou à d'autres options. Si jamais c'est le cas, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès, ça récompense mon travail et ça me motive à te balancer encore plus de contenu de ce genre. N'hésite pas à aller regarder d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube qui te parlent de marketing, de stratégie de com ou de méthodes pour faire connaître ta musique. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, tu as un lien en description pour aller commander mon dernier livre 99 méthodes pour faire connaître sa musique. Tu as 99 méthodes vraiment simples à mettre en place. Ce livre, il est génial parce qu'il peut se lire à l'envers, à l'endroit, de travers. Tu peux juste travailler sur 2 méthodes et le mettre de côté, puis revenir un mois plus tard et refaire une méthode. Tu n'es pas obligé de le lire de A à Z, du début à la fin et ainsi de suite. Dedans, tu as un QR code qui te renvoie vers des contenus, tu vois, et voilà, des contenus interactifs, donc qui viennent en complément de tout ce que je te donne déjà dans le livre. Ça te donne également accès à une communauté, un espace membre avec d'autres artistes, d'autres producteurs qui mènent le même combat que toi et avec lesquels tu pourras échanger si jamais tu as des questions. Bien sûr, tu seras en contact aussi avec moi via la communauté, parce que n'importe qui peut m'écrire à tout moment sur l'espace membre. Deuxième lien en description, c'est pour participer à une session de formation totalement gratuite avec moi. L'idée, c'est que je vais te montrer comment atteindre n'importe quel décideur média avec ta musique aujourd'hui. Cette session, elle est juste dingue. Elle dure entre 2 et 3 heures. 97% des artistes qui ont participé disent que leur temps a été bien investi et se disent en capacité d'utiliser dès la fin de la session tout ce qu'on aura vu ensemble pour développer leur visibilité. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu cliques sur les liens en description et on se retrouve de l'autre côté. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.